Une boucle d'oreille en argent, scintillante et inconnue. C'est ce qu'Hélène Valois venait de trouver au bord de sa piscine. Son cœur se serra instantanément, comme si un poing invisible venait de s'emparer de son organe vital. Elle fixa l'objet brillant dans sa paume, incapable de détourner le regard. À qui appartenait ce bijou étranger dans sa propre maison? Hélène, avocate respectée de 48 ans, avait toujours fait confiance à son instinct. C'était ce même instinct qui l'avait guidée à travers les méandres des affaires juridiques les plus complexes, lui permettant de devenir l'une des plus éminentes avocates de la région parisienne. Aujourd'hui, cet instinct lui murmurait des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. La grande maison qu'elle partageait avec Pascal, son mari depuis 20 ans, semblait soudain étrangère. Les hauts plafonds, les baies vitrées donnant sur le jardin luxuriant et la piscine à débordement, tous ces éléments qui constituaient leur cocon, semblaient désormais la narguer, comme si ces murs pouvaient parler, comme s'ils détenaient des secrets qu'elle ignorait. Hélène rangea soigneusement la boucle d'oreille dans la poche de sa veste tailleur crème et se dirigea vers son bureau. C'était un vendredi après-midi, et Pascal ne rentrerait pas avant plusieurs heures. Ingénieur civil de renom, il supervisait actuellement la construction d'un complexe immobilier d'envergure nationale. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Avec des gestes méthodiques, Hélène ouvrit son ordinateur portable et accéda au système de sécurité de leur maison. Les caméras installées autour de la propriété enregistraient habituellement les moindres mouvements. Pourtant, lorsqu'elle vérifia les enregistrements des 2 derniers jours, elle découvrit avec stupéfaction qu'il n'y avait rien, aucune donnée, comme si quelqu'un avait délibérément effacé toutes les preuves. « Étrange », murmura-t-elle, ses doigts pianotant nerveusement sur le bureau en acajou. Ce n'était pas une coïncidence. Dans son métier, Hélène avait appris qu'il n'existait pas de coïncidence, seulement des faits qu'on ne savait pas encore relier entre eux. Ce soir-là, lorsque Pascal rentra, Hélène l'accueillit avec son calme habituel. Elle avait préparé un bœuf bourguignon, le plat préféré de son mari, et débouché une bouteille de Châteauneuf-du-Pape de 2015. Pendant qu'il dînait dans la salle à manger aux chandelles, elle observait attentivement ses moindres gestes, ses expressions, à la recherche d'indices trahissant un mensonge. « J'ai remarqué que les caméras de surveillance n'ont rien enregistré ces derniers jours, » dit-elle nonchalamment, tout en sirotant son vin. « Tu sais ce qui a pu se passer ?» Pascal haussa les épaules, évitant son regard. « Probablement un problème technique. Je contacterai l'entreprise de sécurité lundi. »« Bien sûr », acquiesça Hélène, notant mentalement comment son mari avait légèrement tressailli et comment sa main, tenant le verre de vin, s'était crispée presque imperceptiblement. 20 ans de mariage lui avaient appris à lire dans les micro-expressions de Pascal comme dans un livre ouvert. Cette nuit-là, allongée à côté de son mari endormi, Hélène fixait le plafond. Son esprit analytique tournait à plein régime. Elle avait besoin de preuves concrètes. Les intuitions ne suffisaient pas. Elle était avocate, après tout. Et les avocats travaillaient avec des faits, des preuves tangibles. Le lendemain matin, alors que Pascal partait soi-disant pour une réunion de chantier, Hélène mit son plan en action. Elle se rendit dans une petite boutique d'électronique du centre-ville et acheta une caméra miniature, facilement dissimulable. Avec une précision chirurgicale, elle l'installa dans une plante décorative près de la piscine, là où elle avait trouvé la boucle d'oreille. Puis, elle attendit. 3 jours passèrent sans incident notable. Pascal semblait égal à lui-même, attentionné, parfois distant, mais rien qui sortait de l'ordinaire. Hélène commençait presque à se convaincre que son imagination lui avait joué des tours, que cette boucle d'oreille appartenait peut-être à l'une des femmes de ménage qui venait chaque semaine. Le 4e jour, alors qu'elle était au cabinet d'avocat, son téléphone vibra. La caméra cachée avait détecté un mouvement et envoyait automatiquement les images sur son mobile. Hélène s'excusa auprès de ses collègues et se retira dans son bureau privé, verrouillant la porte derrière elle. Ce qu'elle vit sur l'écran de son téléphone lui coupa le souffle. Pascal était là, au bord de leur piscine, avec une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une jeune femme aux longs cheveux noirs, probablement dans la trentaine. Il riait,
se tenaient par la main et puis s'embrassaient passionnément. Le monde d'Hélène s'effondra en un instant. 20 ans de mariage, de confiance mutuelle, de projets communs. Tout cela n'était-il qu'une illusion? Avait-elle été aveugle pendant tout ce temps? Ou cette trahison était-elle récente? La femme enleva sa robe légère, révélant un maillot de bain 2 pièces, et plongea gracieusement dans la piscine. Pascal la suivit, et ils s'adonnèrent à des jeux aquatiques qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Hélène éteignit son téléphone, incapable d'en supporter davantage. Une douleur lancinante lui transperçait la poitrine. Mais au-delà de cette souffrance, une colère froide et calculatrice commençait à prendre racine. Elle, qui avait défendu tant de femmes trompées et bafouées dans sa carrière, voilà qu'elle se retrouvait dans la même situation. Mais contrairement à beaucoup de ses clientes, elle ne se laisserait pas abattre. Elle allait riposter, à sa manière. Son cerveau, habitué aux stratégies juridiques complexes, élaborait déjà un plan. Pas une confrontation directe, non. Quelque chose de plus subtil, de plus mémorable. Quelque chose qui laisserait une marque indélébile, comme cette trahison en avait laissé une dans son cœur. Le lendemain matin, Hélène se réveilla avec une détermination froide. Elle avait à peine dormi, mais son esprit n'avait jamais été aussi clair. Au petit déjeuner, elle annonça à Pascal qu'elle devait se rendre à Bordeaux pour une affaire importante. « Je partirai vendredi et reviendrai dimanche soir », dit-elle en beurrant méthodiquement sa tartine. « L'affaire Delacroix nécessite ma présence sur place. » Pascal hocha la tête, visiblement distrait par son téléphone. « Bien sûr, chérie. Tu veux que je t'accompagne ?» Hélène nota la fausseté dans sa voix, ce ton légèrement forcé qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Comment avait-elle pu être si aveugle? « Non, ce n'est pas nécessaire. Tu as tes propres obligations. » Elle observa attentivement sa réaction. Un léger relâchement des épaules, un infime soupir de soulagement. « En effet, j'ai plusieurs réunions prévues, » répondit-il, évitant toujours son regard. Pendant les 3 jours qui suivirent, Hélène poursuivit sa vie comme si de rien n'était. Elle allait au cabinet, traitait ses dossiers, échangeait des plaisanteries avec sa collègue et amie Aurélie Lefebvre. Personne n'aurait pu deviner le tourment qui l'habitait, ni le plan qui prenait forme dans son esprit. Jeudi soir, elle prépara soigneusement sa valise, y plaçant des tenues professionnelles impeccables, comme pour n'importe quel déplacement professionnel. Puis elle se coucha auprès de Pascal, feignant le sommeil alors qu'elle l'entendait échanger des messages sur son téléphone, probablement avec elle, cette Noémie Blanchard dont elle avait découvert l'identité après quelques recherches discrètes. Le vendredi matin arriva. Pascal l'accompagna jusqu'à la porte, l'embrassant distraitement sur la joue. « Bon voyage, mon amour. Appelle-moi quand tu arrives. »« Bien sûr, » répondit Hélène avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas pour moi. » Elle monta dans sa Peugeot 508 et s'éloigna de la maison. Mais au lieu de prendre la direction de Bordeaux, elle s'arrêta dans un petit hôtel à 20 minutes de chez eux. Là, elle déposa sa valise, enfila des vêtements décontractés et mit une perruque blonde qui changeait radicalement son apparence. Puis, elle se rendit au supermarché local. Sa liste d'achats était simple, sans citron. Les employés la regardèrent avec curiosité lorsqu'elle remplit plusieurs sacs de ses fruits jaunes. Mais Hélène leur offrit simplement un sourire énigmatique. « Je prépare une grande limonade pour une fête », expliqua-t-elle à la caissière qui ne demandait rien. De retour dans sa voiture, Hélène attendit patiemment. Son téléphone, connecté à la caméra cachée, lui permettrait de savoir exactement quand agir. À 14h30, l'alerte sonna. Une voiture inconnue se garait dans leur allée. Pascal sortit pour accueillir Noémie Blanchard, qui descendit de son véhicule avec un grand sourire, portant un large sac de plage. Hélène attendit qu'ils entrent dans la maison, puis se glissa silencieusement dans leur jardin par la petite porte latérale dont elle seule connaissait l'existence. Cachée derrière la haie de cyprès qui bordait la propriété, elle avait une vue parfaite sur la terrasse et la piscine. Pascal et Noémie sortirent sur la terrasse, des verres de champagne à la main. Hélène les observa trinquer, s'embrasser, rire ensemble. La jeune femme dit quelque chose qui fit sourire son mari, un sourire qu'Hélène ne lui avait pas vu depuis des années.
C'est tellement agréable de pouvoir profiter de la piscine tranquillement, entendit-elle Noémie dire. Et cette fois, je vais pouvoir arriver plus tôt et prendre un bain de soleil pour bronzer un peu. Tout le week-end est à nous, répondit Pascal en caressant son visage. Ils rentrèrent dans la maison, laissant la piscine momentanément déserte. C'était l'occasion qu'attendait Hélène. Avec une efficacité remarquable, elle sortit les sacs de citron et commença son travail. Un à un, elle les pressa au-dessus de l'eau, y déversant leurs jus acides. L'opération lui prit presque 1 heure, mais lorsqu'elle eut terminé, la concentration de jus de citron dans l'eau était parfaite, suffisamment diluée pour ne pas être détectée par l'odorat ou le goût, mais assez concentrée pour produire l'effet escompté. Hélène se retira aussi discrètement qu'elle était venue, retournant à l'hôtel, où elle prit une longue douche pour éliminer toute trace d'odeur citronnée. Puis elle attendit, consultant régulièrement les images de la caméra cachée sur son téléphone. Comme prévu, Pascal et Noémie passèrent l'après-midi à la piscine, nageant dans l'eau citronnée sans se douter de rien. Puis, conformément à ce qu'Hélène avait entendu plus tôt, Noémie s'allongea sur un transat pour profiter du soleil éclatant de cette journée de juin. Le jus de citron, Hélène le savait parfaitement en tant que fille de pharmacien, provoque une réaction photochimique lorsque la peau imprégnée est exposée au soleil. Cette réaction, connue sous le nom de phytophotodermatite, entraîne des brûlures et une hyperpigmentation de la peau. Avec la quantité qu'elle avait utilisée, les effets ne seraient pas immédiats, mais se développeraient dans les 24 à 48 heures suivantes. À 19 heures, Hélène appela Pascal. « Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. La réunion de demain a été annulée. Je rentre ce soir. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Ce soir? Mais il est déjà tard. Tu ne préfères pas rentrer demain matin? »« Non, je préfère dormir dans notre lit, » répondit-elle fermement. « Je serai là dans 2 heures environ. » Lorsqu'Hélène arriva à la maison, Noémie avait bien entendu disparu, et Pascal l'accueillit avec un empressement suspect, lui proposant immédiatement un verre de vin et s'enquérant de son voyage. « Tout s'est bien passé, » mentit-elle avec aisance. « C'est dommage que la réunion ait été annulée, mais au moins je peux profiter du week-end avec mon mari. » Cette nuit-là, couchée aux côtés de Pascal qui prétendait dormir, Hélène sourit dans l'obscurité. La justice suivait son cours, silencieusement, mais inexorablement. Le lendemain matin, Hélène fut réveillée par un grognement à côté d'elle. Pascal se grattait vigoureusement le bras, le visage crispé par l'inconfort. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle innocemment. Il examina son bras, où des plaques rouges commençaient à apparaître. « Je ne sais pas. J'ai des démangeaisons partout. Tu as peut-être fait une réaction allergique à quelque chose, » suggéra Hélène en se levant. « Tu veux que je te prépare un petit déjeuner ?» Sans attendre sa réponse, elle se dirigea vers la cuisine et commença à préparer du café et des croissants frais qu'elle avait achetés la veille. Par la fenêtre, elle pouvait voir la piscine scintiller sous le soleil matinal, ne révélant rien de son secret acide. Pascal la rejoignit, vêtu d'un pyjama à manches longues malgré la chaleur estivale. « Je ne comprends pas », marmonna-t-il en examinant ses mains qui commençaient également à montrer des signes d'irritation. « Tu devrais peut-être consulter un médecin, » dit Hélène en lui tendant une tasse de café. « Ça pourrait être sérieux. » Alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, le téléphone de Pascal se mit à vibrer frénétiquement. Il regarda l'écran et son visage se décomposa. Noémie l'appelait. Il refusa l'appel, mais 1 minute plus tard, une nouvelle tentative, puis une autre, et encore une autre. « Un problème au travail ?» demanda Hélène, feignant l'ignorance. « Non, non, rien d'important, » balbutia Pascal, de plus en plus agité. Il finit par se lever. « Je dois passer un coup de fil. Pour le travail. Je reviens tout de suite. » Hélène acquiesça, sirotant tranquillement son café, tandis que son mari sortait précipitamment sur la terrasse, son téléphone à l'oreille. Depuis la fenêtre de la cuisine, elle pouvait l'observer sans être vue. D'abord, Pascal semblait parler calmement, tentant d'apaiser son interlocutrice. Puis, progressivement, son langage corporel changea. Ses épaules se raidirent. Sa main libre gesticula nerveusement, et son visage passa par toutes les nuances d'inquiétude et de panique. Lorsqu'il revint dans la cuisine 15 minutes plus tard, il était livide. C'était
Une collègue, tenta-t-il d'expliquer. Elle a un problème avec un client. Elle avait l'air plutôt bouleversée, observa Hélène. C'est si grave que ça. Pascal se servit un deuxième café, les mains légèrement tremblantes. Rien d'insurmontable, juste un malentendu. Comme c'est étrange, poursuivit Hélène, son ton délibérément léger contrastant avec l'intensité de son regard. J'ai pensé que c'était peut-être ton ami qui t'appelait pour te dire que les nouveaux produits pour la piscine avaient fonctionné. La tasse de café s'immobilisa à mi-chemin des lèvres de Pascal. « Pardon ? Ton ami ?» répéta lentement Hélène. « Celle que tu invites chez nous quand je ne suis pas là. » Le visage de Pascal passa du blanc au rouge. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Avec une lenteur délibérée, Hélène sortit de sa poche la boucle d'oreille en argent qu'elle avait trouvée au bord de la piscine une semaine plus tôt. « C'est à elle, n'est-ce pas ? Tu devrais la lui rendre. Elle doit y tenir. » Pascal fixa le bijou, puis le visage impassible de sa femme. « Hélène, ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ?» Le ton d'Hélène restait calme, presque conversationnel, ce qui rendait la situation encore plus glaciale. « Et qu'est-ce que je crois, Pascal ?» Il ouvrit la bouche, la referma, cherchant visiblement une explication plausible. Mais avant qu'il ne puisse formuler un nouveau mensonge, Hélène sortit son téléphone et fit défiler les images capturées par la caméra cachée. « Tu veux que je te montre ce que je crois ?» demanda-t-elle en lui tendant l'appareil. Pascal regarda les images, son visage se décomposant davantage, à chaque seconde. Lui et Noémie au bord de la piscine. Lui et Noémie s'embrassant. Lui et Noémie dans l'eau. « Comment as-tu » commença-t-il. Mais Hélène l'interrompit d'un geste de la main. « Ce n'est pas la question, » dit-elle. « La question, c'est comment toi, tu as pu. 20 ans de mariage, Pascal. 20 ans. » Il posa le téléphone sur la table, son masque s'effritant pour révéler non pas le remords, mais la colère. « Et alors quoi ? Tu m'as espionné ? Tu as mis des caméras dans notre maison ? » « Dans notre maison ?» répéta Hélène avec un rire sans joie. « Celle où tu ramènes ta maîtresse dès que j'ai le dos tourné. » Pascal serra les poings, les taches rouges sur sa peau contrastant étrangement avec la blancheur de ses jointures. « Qu'est-ce que tu as mis dans la piscine ?» demanda-t-il soudainement, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Hélène se leva, rassemblant sa tasse et son assiette vide. « Je crois que cette conversation est terminée, Pascal. Je ne veux plus rien entendre. » Mais Pascal lui attrapa le bras, son visage déformé par la rage et la panique. « Dis-moi ce que tu as mis dans l'eau. Noémie est couverte de taches bizarres. Elle dit que sa peau est en train de brûler. Lâche-moi !» ordonna Hélène, d'une voix qui aurait pu geler l'enfer. Pascal obéit instinctivement, reculant d'un pas. « Tu ne comprends pas, » tenta-t-il d'expliquer. « Ce n'était pas sérieux avec Noémie. C'était juste une distraction. »« Une distraction, » répéta Hélène, chaque syllabe dégoulinant de mépris. « Et notre mariage, qu'est-ce que c'était ? Un passe-temps en attendant mieux ?» Elle quitta la cuisine, laissant Pascal seul avec ses regrets et ses démangeaisons croissantes. Dans le salon, elle s'arrêta devant la grande photographie de leur mariage qui trônait sur la cheminée. Ils avaient l'air si heureux, si pleins d'espoir. Était-ce réel ou déjà une façade? Pendant ce temps, le téléphone de Pascal continuait de vibrer sur la table de la cuisine. Noémie, probablement toujours en panique, cherchant des explications aux marques étranges qui apparaissaient sur son corps. Des marques qui, Hélène le savait, deviendraient plus visibles et plus douloureuses au fil des heures. Ce n'était pas une vengeance particulièrement sophistiquée, mais elle était efficace. Et surtout, elle était temporaire. Les taches finiraient par disparaître après quelques semaines. Hélène n'avait jamais voulu causer de dommages permanents. Elle voulait simplement que Pascal et sa jeune maîtresse se souviennent de leur trahison chaque fois qu'ils se regarderaient dans le miroir pendant un moment. Le reste du week-end se déroula dans un silence glacial. Pascal tenta plusieurs fois d'engager la conversation, oscillant entre excuses maladroites et accusations amères. Hélène resta imperturbable, vaquant à ses occupations comme si son mari était devenu invisible. Le lundi matin, alors que Pascal se préparait pour aller au travail, dissimulant tant bien que mal les plaques rouges qui couvraient désormais une grande partie de son corps, Hélène lui annonça sa décision.
J'ai pris rendez-vous avec Maître Thibault à 10 heures. C'est le meilleur avocat spécialisé en divorce de la région. Pascal s'immobilisa au milieu du hall d'entrée, sa mallette d'ingénieur à la main. Un divorce? Tu ne crois pas que tu exagères? 20 ans de mariage, et tu veux tout jeter par la fenêtre à cause d'une erreur? Hélène le fixa avec un regard qui aurait pu trancher de l'acier. Une erreur? Pascal, tu as désactivé nos caméras de sécurité, tu as invité ta maîtresse chez nous, dans notre maison, dans notre lit, dans notre piscine. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison délibérée et répétée. Ça ne fait que quelques mois, tenta-t-il de minimiser, se grattant nerveusement le cou où les plaques rouges s'étendaient. Noémie ne signifie rien pour moi. Et c'est censé me réconforter? Hélène secoua la tête, incrédule. Tu me dégoûtes encore plus. Cette pauvre fille croit peut-être que tu l'aimes. Et voilà comment tu parles d'elle dès que les choses se compliquent. Tu ne peux pas faire ça, murmura Pascal, la panique remplaçant progressivement la colère dans sa voix. La maison est à nous deux, et ma réputation. Si les gens apprennent, la maison est à mon nom, le corrigea Hélène avec une précision glaciale. Tout comme la voiture et la plupart de nos biens. As-tu oublié notre contrat de mariage? Celui que tu as signé avec tant d'empressement quand tu n'étais qu'un ingénieur débutant, et moi déjà une avocate établie? Le visage de Pascal se décomposa davantage, si c'était possible. Le contrat de mariage. Comment avait-il pu oublier ce détail crucial? À l'époque, il avait trouvé la demande d'Hélène raisonnable. Elle gagnait beaucoup plus que lui, venait d'une famille aisée et voulait protéger son patrimoine. Il avait signé sans réfléchir, convaincu que leur amour durerait toujours. « Tu avais tout planifié », l'accusa-t-il soudain, la voix tremblante de rage. « Tu savais depuis le début que tu pourrais me jeter dehors à ta guise. » Hélène laissa échapper un rire sans joie. « Pascal, tu te surestimes. Jamais je n'aurais imaginé que l'homme que j'aimais, que je respectais, que j'admirais, se comporterait comme un adolescent en chaleur, avec la première jeune femme venue. Ce n'est pas la première, lâcha-t-il, avant de pouvoir s'en empêcher. Le silence qui suivit était assourdissant. Hélène sentit son cœur se fissurer davantage, mais son visage resta impassible. « Sors de ma maison », dit-elle finalement, sa voix dangereusement calme. « Tu as jusqu'à ce soir pour prendre tes affaires personnelles. Le reste peut attendre que les avocats s'en occupent. »« Et où veux-tu que j'aille » protesta Pascal, une note de désespoir dans la voix. « Chez Noémie, peut-être? Ou chez l'une des autres? Ce n'est plus mon problème. » Sur ces mots, Hélène saisit son sac et ses clés et sortit de la maison sans se retourner, laissant Pascal au milieu de l'entrée, seul avec les conséquences de ses actes. Au cabinet d'avocat, Aurélie remarqua immédiatement le changement dans le comportement de son amie et associée. Hélène, d'habitude si posée et professionnelle, dégageait une aura de fureur contenue qui faisait baisser les yeux à quiconque croisait son regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Aurélie lorsqu'elles se retrouvèrent seules dans le bureau d'Hélène. « Tu as l'air différente. Je vais divorcer », annonça simplement Hélène en sortant un dossier de son tiroir. « J'ai rendez-vous avec Maître Thibault dans 1 heure. » Aurélie s'assit, stupéfaite. « Pascal? Mais pourquoi? Vous sembliez si… » « Il me trompe. Depuis des mois, peut-être des années. » Hélène prononça ces mots d'une voix étonnamment détachée, comme si elle parlait d'un cas juridique quelconque et non de sa propre vie qui volait en éclats. « Oh mon Dieu, Hélène, je suis tellement désolée. » Aurélie se pencha pour prendre la main de son amie. « Comment l'as-tu découvert ?» Hélène hésita un instant avant de tout raconter. La boucle d'oreille, les caméras désactivées, sa surveillance discrète, et enfin, sa vengeance au jus de citron. Aurélie écouta, les yeux écarquillés, passant de l'horreur à l'admiration. « Tu es redoutable », conclut-elle quand Hélène eut terminé son récit. « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. » Un sourire fugace traversa le visage d'Hélène. « Je ne blesse que ceux qui le méritent. » La réunion avec Maître Thibault, spécialiste renommé en droit matrimonial, se déroula exactement comme Hélène l'avait prévu. Grâce au contrat de mariage, avec séparation totale des biens, la procédure serait relativement simple d'un point de vue légal. La maison, l'appartement à Paris, la voiture de luxe, tout cela resterait sa propriété. Pascal n'aurait droit qu'à ses effets personnels
et à ses propres économies. Il pourrait contester, avertit maître Thibault, un homme d'une 60aine d'années, aux tempes grisonnantes. 20 ans de mariage, c'est long. Un juge pourrait être sensible à une demande de compensation. Il ne contestera pas, affirma Hélène, avec une certitude absolue. Pas quand il saura ce que j'ai comme preuve. En effet, les vidéos de Pascal et Noémie au bord de la piscine constitueraient non seulement une preuve irréfutable d'adultère, mais pourraient aussi sérieusement nuire à sa réputation professionnelle s'il s'avisait de compliquer la procédure. En sortant du bureau de l'avocat, Hélène reçut un message de Pascal. « J'ai pris mes affaires. Les clés sont sur la table de l'entrée. Nous devons parler quand tu seras prête. » Elle supprima le message sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Les semaines qui suivirent furent étrangement libératrices pour Hélène. Après le choc initial, elle redécouvrit le plaisir de vivre seule, de ne rendre de compte à personne, de réorganiser son espace comme elle l'entendait. La première chose qu'elle fit fut de contacter une entreprise pour faire combler la piscine, ce témoin silencieux de la trahison de Pascal. À sa place, elle fit aménager un jardin japonais zen avec des pierres soigneusement disposées, un petit pont arqué et un érable du Japon dont les feuilles rougeoyaient au soleil d'été. Pascal tenta plusieurs fois de la contacter, alternant entre excuses, supplications et récriminations. Elle ne répondit à aucun de ses messages, communiquant uniquement par l'intermédiaire de son avocat. Un mois après leur séparation, Aurélie entra dans le bureau d'Hélène, une expression indéchiffrable sur le visage. « Tu as entendu les rumeurs ?»« Quelles rumeurs ?» Pascal a perdu le contrat du complexe immobilier. Apparemment, il a fait une erreur de calcul importante dans les plans de fondation. C'est la première fois en 20 ans de carrière. Hélène haussa les épaules, feuilletant distraitement un dossier. Les erreurs arrivent même aux meilleurs. Il paraît aussi qu'il a quitté son appartement. Noémie l'aurait mis à la porte après seulement 2 semaines de cohabitation. Cette fois, Hélène leva les yeux, une lueur d'intérêt dans le regard. Vraiment ? Et pourquoi donc ? La rumeur dit qu'il aurait reçu un appel d'une autre femme pendant qu'il dînait. Noémie aurait découvert qu'elle n'était pas la seule. Distraction dans sa vie. Un sourire imperceptible effleura les lèvres d'Hélène. Comme c'est prévisible. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Hélène avait découvert la trahison de Pascal. L'automne paraît maintenant son jardin japonais de teintes dorées et cuivrées, symbole parfait du renouveau qui s'opérait dans sa vie. Le divorce avait été prononcé avec une rapidité surprenante, Pascal n'ayant opposé aucune résistance aux conditions proposées. Comme Hélène l'avait prédit, la crainte que les vidéos ne deviennent publiques avait suffi à le rendre étonnamment accommodant. En ce vendredi après-midi, Hélène terminait une consultation avec une nouvelle cliente, une femme d'une 40aine d'années, aux traits tirés par l'angoisse. « Madame Valois, dit la cliente, Martine Leblanc, je ne sais pas comment procéder. Mon mari contrôle toutes nos finances. Si je demande le divorce, je n'aurai rien. » Hélène lui adressa un sourire rassurant, celui qu'elle avait perfectionné au cours de ses années de pratique, mais qui, ces derniers temps, contenait une nouvelle nuance d'empathie personnelle. « Madame Leblanc, la première chose à comprendre est que vous avez plus de droits que vous ne le pensez. Votre situation n'est pas aussi désespérée qu'elle le semble. » Pendant l'heure qui suivit, Hélène expliqua patiemment à sa cliente les différentes options juridiques qui s'offraient à elle, l'importance de rassembler des preuves discrètement et surtout la nécessité de protéger ses intérêts avant même d'annoncer ses intentions. « Vous savez, » confia Hélène alors que la consultation touchait à sa fin, « j'ai moi-même divorcé récemment. Je comprends ce que vous traversez. » Les yeux de Martine s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment, je n'aurais jamais imaginé. Vous semblez si forte, si inébranlable. » « Personne n'est inébranlable, Madame Leblanc, mais nous pouvons tous nous reconstruire, plus solides qu'avant. » Après le départ de sa cliente, Hélène resta assise à son bureau, contemplant le changement qui s'était opéré en elle. Ces derniers mois, elle avait développé une nouvelle spécialité au sein du cabinet, la protection juridique et financière des femmes dans les procédures de divorce, en particulier celles impliquant des cas d'infidélité ou d'abus de confiance. Cette nouvelle orientation lui avait valu une réputation grandissante dans le milieu juridique, et les clientes affluaient.
souvent référé par le bouche à oreille. Son téléphone vibra, affichant un message d'Aurélie. « Dîner ce soir? J'ai des nouvelles croustillantes. » Hélène accepta l'invitation. Depuis son divorce, elle s'efforçait de cultiver davantage ses amitiés, reconnaissant qu'elle s'était peut-être trop isolée dans son mariage avec Pascal. Ce soir-là, attablée dans un petit bistrot du centre-ville, Aurélie ne put contenir son excitation plus longtemps. « Tu ne devineras jamais qui j'ai vu aujourd'hui. »« Dis-moi, » répondit Hélène en sirotant son verre de Chablis. « Pascal. Il était au tribunal pour une affaire civile. Apparemment, il est poursuivi par le promoteur du complexe immobilier pour rupture de contrat et négligence professionnelle. » Hélène haussa un sourcil, mais ne manifesta aucune émotion particulière. « C'est malheureux. Le plus incroyable, » poursuivit Aurélie, baissant la voix comme pour partager un secret d'État. « C'est son apparence. Il a vieilli de 10 ans en quelques mois. Cheveux grisonnants, rides profondes, et il portait un costume bon marché. Rien à voir avec ceux qu'il arborait avant. Les conséquences de nos choix nous rattrapent toujours, » commenta simplement Hélène. « Et ce n'est pas tout, » continua son ami, visiblement ravi de son effet. « Il paraît qu'il a dû accepter un poste subalterne dans un petit cabinet d'architecture à Lyon. Lui qui supervisait des projets de plusieurs millions d'euros se retrouve à dessiner des extensions de maisons individuelles. » Hélène resta silencieuse un moment, absorbant ces informations. Elle ne ressentait pas de joie à l'idée des difficultés de Pascal, mais plutôt une forme de paix, comme si une page se tournait définitivement. « Et toi ?» demanda Aurélie, changeant de sujet. « Comment vas-tu vraiment ? Pas la version que tu présentes au monde, mais la vérité. » Hélène considéra la question, cherchant une réponse sincère. « Je vais mieux, différemment. Il y a des jours où la trahison me fait encore mal, où je me demande si j'aurais pu faire quelque chose pour l'empêcher. Puis je me rappelle que ce n'était pas ma faute, que je mérite mieux. Tu mérites infiniment mieux, affirma Aurélie avec conviction. D'ailleurs, à ce propos, elle hésita, un sourire malicieux aux lèvres. Tu te souviens de Dr Moreau, le neurologue que nous avons rencontré lors du gala de charité le mois dernier? Oui, répondit prudemment Hélène. Qu'en est-il? Il a demandé ton numéro. J'ai dit que je te transmettrai le sien. À toi de voir ce que tu en fais. Aurélie glissa un petit morceau de papier sur la table. 52 ans, divorcée depuis 5 ans, 2 enfants adultes qui vivent à l'étranger. Brillant, charmant, et qui te regardaient comme si tu étais la 8e merveille du monde. Hélène prit le papier, l'examinant pensivement. « Je ne suis pas sûre d'être prête. Personne ne te demande de l'épouser. » rit Aurélie. « Juste un dîner, une conversation. La vie continue, Hélène. » Plus tard, cette nuit-là, de retour dans sa maison transformée, Hélène s'assit dans son jardin japonais, écoutant le doux clapotis de la fontaine de pierre qui avait remplacé la piscine de la discorde. Elle sortit le numéro que lui avait donné Aurélie et le contempla longuement. Était-elle prête à tourner complètement la page, à risquer à nouveau de faire confiance? Le lendemain matin, après une nuit de réflexion, Hélène composa le numéro. Lorsque la voix chaude du docteur Antoine Moreau résonna à l'autre bout de la ligne, elle sentit une légère nervosité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. « Bonjour, docteur Moreau. C'est Hélène Valois. Je me demandais si votre offre pour un café tenait toujours. » Ils convinrent de se retrouver le dimanche suivant dans un petit café près du jardin du Luxembourg. La conversation fut étonnamment facile, naturelle, sans les faux-semblants et les jeux de pouvoir qu'elle avait connus avec Pascal. Antoine l'écoutait vraiment lorsqu'elle parlait, posait des questions pertinentes, partageait ses propres expériences sans chercher à l'impressionner. 3 heures passèrent comme quelques minutes. Lorsqu'ils se séparèrent, Antoine lui demanda timidement s'il pouvait la revoir. Hélène accepta, surprise par sa propre spontanéité. Au cours des semaines suivantes, leur relation se développa avec une lenteur délibérée, chacun respectant les cicatrices invisibles de l'autre. Antoine comprenait son besoin d'indépendance, admirait sa force et sa détermination. Il ne tentait pas de la réparer ou de la changer, simplement d'être présent à ses côtés. 6 mois après son divorce, Hélène croisait Pascal pour la première fois dans un restaurant du centre-ville. Il était seul, assis à une table en retrait, l'air considérablement vieilli et amaigri. Leurs regards se croisèrent brièvement.
Il fit un geste hésitant, comme pour l'approcher, mais se ravisa en voyant Antoine rejoindre Hélène, posant délicatement une main sur son épaule. Hélène ressentit un bref pincement au cœur, non pas de regret ou de nostalgie, mais de compassion humaine, face à la déchéance évidente de celui qu'elle avait aimé pendant 20 ans. Puis elle se détourna, souriant à Antoine qui lui tenait galamment la porte. Sur le chemin du retour, main dans la main avec cet homme qui avait su respecter son passé tout en lui offrant un présent lumineux, Hélène réalisa qu'elle avait enfin trouvé la paix. La trahison de Pascal avait été douloureuse, mais elle l'avait aussi libérée, lui permettant de se redécouvrir, plus forte et plus sage qu'auparavant. Le soleil couchant dorait les toits de la ville, projetant leurs ombres élancées sur le pavé. Hélène serra doucement la main d'Antoine dans la sienne. La vie continuait, différente, mais étonnamment plus riche, comme son jardin japonais, qui avait remplacé une piscine de mensonges par un havre de sérénité authentique. « Tout va bien ?» demanda Antoine, remarquant son silence pensif. Hélène lui sourit, un sourire véritable qui atteignait ses yeux. « Oui, pour la première fois depuis longtemps, tout va parfaitement bien. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de cette histoire. Merci pour votre compagnie et pour le café. Et à la prochaine histoire.